Et on notera l'heure d'arrivée de Jean-Louis, mais on a le quorum, on peut commencer notre réunion. Donc, première tradition de chaque conseil, il nous faut désigner un secrétaire donc, de séance. Voilà, donc est-ce que tout le monde est d'accord pour que François Lucena soit notre secrétaire perpétuel ou pas, je ne sais pas, mais donc qui est pour ? Merci de cette belle unanimité. François, tu es donc notre secrétaire de séance. Deuxième point, avant d'attaquer l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal de notre précédente réunion. Y a-t-il des remarques, des demandes de modification sur ce procès-verbal ? Non, je me tourne. Eh bien, on peut donc procéder au vote. Qui est pour approuver le procès-verbal de notre précédente réunion? Merci à vous. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque la star de la soirée sera Martine, puisque après notre débat d'orientation budgétaire du mois dernier, on va passer maintenant au budget. Je rappelle que si on vote le budget avec un peu d'avance par rapport aux années, c'est pour permettre aux associations d'être dotées en début d'année et qu'elles n'aient pas de trou le temps que les nouvelles équipes se mettent en place. Donc, Martine, tu as la parole jusqu'à ce qu'on te la retire. Mais je pense qu'on en a pour un petit moment. Oui, enfin, il y aura quelques coupures, hein, mais on va dérouler tout ça. Donc, bonsoir à tout le monde. Alors, on commence en fait par une décision modificative numéro 2 du budget principal. Et pour vous donner quelques explications, donc on augmente les crédits dans la subvention au centre médical de santé, mais nous l'avions vu lors du DOB en fait, puisque on compense la subvention de la caisse primaire qu'on ne connaîtra qu'en mai prochain par un apport du budget principal de la commune, donc 67 000 €. On doit aussi doter les provisions pour risques et charges pour 4 000 €, on va le voir tout à l'heure, on a une délibération en la matière. On a également 450 € pour les actifs circulants à doter. On compense cela par des diminutions de crédits à hauteur de 32 720 € sur des charges à caractère général, donc qu'on peut diminuer. Et on compense aussi par une reprise de provision sur un contentieux terminé. Je pense qu'on va voir tout à l'heure, donc aussi dans la délibération relative aux provisions. Voilà, le tout pour équilibrer. Est-ce que vous avez des questions sur cette décision modificative de crédit de 2025, bien sûr? Non, je ne vois pas de... Donc, est-ce que vous l'approuvez? Voilà, pour. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des oppositions? Merci. Deuxième point, c'est des admissions en non-valeur comme on le fait régulièrement, on va dire, ou de temps en temps, sur le budget principal, donc à la demande du trésorier. Donc, il nous demande d'annuler des redevances d'occupation de domaine public, un impayé de cantine et un remboursement de sinistres non encaissés pour un total de 2 262,76 € qui concerne 3-4 années, bien entendu. Hein, ça ne s'est pas passé cette année. Donc, je pense que le trésorier ayant effectué toutes les démarches, il n'est pas possible de recouvrer ces sommes, parfois pour des dépôts de bilan par exemple, donc il faut qu'on les solde. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de précision? Ah, le W, c'était... Prenez le micro parce qu'autrement on ne vous entend pas dans les comptes rendus. Non, mais si, on peut le dire. 4. Voilà, le Goût de Vivre, c'est la personne qui avait repris le Rosier, la brasserie du Rosier. Hein, voilà, et qui a déposé le bilan au bout de moins d'1 an. Donc, du coup, on ne peut pas encaisser les éléments. Donc, on a assez peu de choix d'ailleurs sur ces administrations en non-valeur. Il y en a aussi certaines sur la cantine. Oui, un impayé de cantine. Il y a un impayé de cantine et comme d'habitude, on redit que même si on fait des relances et que les familles ne paient pas, l'objet c'est de continuer quand même à fournir des repas aux gamins, même si on sait que la situation peut être difficile. Ouais. Et pour tous les commerces qui sont là, ce sont des règlements judiciaires, donc avec une clôture insuffisante pour payer au-delà des paiements légaux. Voilà.
Donc on est... C'est les anciens propriétaires, hein, si vous voulez. Entre-temps, ça se revend, il y a des nouvelles structures, enfin, le commerce reste, mais ce n'est pas les nouveaux qui sont déjà en non-valeur, pardon. Je ne comprenais pas la question, mais là-dessus, que le Westy a été repris, mais le précédent exploitant était en liquidation. Donc, qui est pour, même si on le subit, pas d'abstention, pas de d'opposition. Merci. Alors là, je rends la parole. C'est Marielle pour nous parler des indemnités pour les fonctions itinérantes de nos agents. Donc, rapport sur l'indemnité forfaitaire lors de fonctions essentiellement itinérantes des agents communaux pour 2025. La réglementation prévoit l'indemnisation des frais de déplacement des agents missionnés pour se rendre à l'extérieur de leur résidence administrative. Sont exclus de ce dispositif les frais occasionnés pour des déplacements à l'intérieur du territoire municipal. Concernant les agents occupant des fonctions itinérantes et utilisant leur véhicule personnel, la collectivité a la possibilité d'instaurer une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est défini par arrêté ministériel. À titre indicatif, le montant maximum annuel de cette indemnité est actuellement de 615 € par agent. Cette indemnité a été instaurée par le conseil municipal en 2021, puis reconduite tous les ans. Pour mettre en œuvre cette indemnité, il revient au conseil municipal de déterminer les fonctions essentiellement itinérantes à l'intérieur d'une commune au titre desquelles peut être allouée une indemnité forfaitaire. Les fonctions éligibles doivent être caractérisées par des déplacements fréquents, voire quotidiens, à l'intérieur de la commune, dès lors que l'agent ne peut pas disposer d'un véhicule de service. Une mise à jour est effectuée chaque année afin de déterminer la liste des fonctions concernées. Pour 2025, la liste des fonctions proposées est la suivante, sachant que seuls les agents concernés par des déplacements percevront l'indemnité. Pour les directeurs ou directrices d'ALAE, adjoints de direction d'ALAE, animateurs ou animatrices jeunesse, agents d'entretien, coordinatrices du classe et du CMJ, ADSEM qui anime le dispositif coup de pouce, responsable du service entretien et école, responsable service jeunesse, ludothécaire, responsable du développement sportif, enseignant en activité physique adaptée, éducateur des activités physiques et sportives, coordinatrice culture festivités et régisseur. Le montant de l'indemnité sera calculé au regard du nombre de sites sur lesquels doit se rendre l'agent, mais également au regard du lieu où ils sont situés, Revel centre ou Revel périurbain. Donc je vous fais grâce du tableau. Le montant de l'indemnité sera modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle elle est versée si l'agent a été recruté au cours de l'année, ou radié des cadres ou des effectifs au cours de l'année, ou bien placé dans une position administrative autre que la position d'activité pendant une partie de l'année. Les agents stagiaires titulaires et non titulaires disposant d'un contrat initial de plus de 6 mois seront concernés par ce dispositif. Le comité social territorial a été saisi et a rendu un avis favorable en date du 4 décembre 2025. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose de reconduire l'indemnité forfaitaire pour l'année 2025, d'approuver le montant 2025, d'approuver les modalités d'application, de verser l'indemnité aux agents exerçant les fonctions itinérantes exposées. Le montant est estimé à 2 200 € et les crédits sont prévus au budget 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc tout le monde est pour. Je vous remercie. Merci pour les agents. Ça permet de les défrayer de leur usage de leur véhicule. Donc point suivant, c'est Martine qui reprend le flambeau. Il s'agit d'actualiser le montant des provisions pour litiges et contentieux donc à la fin de cette année. Comme on l'a vu tout à l'heure, donc la provision sur contentieux de marché de plein vent doit être annulée, le contentieux étant terminé. Donc on enlève dans les provisions 38 720 € et on doit doter la provision pour contentieux sur ressources humaines de 4 000 €. On avait déjà doté de 2 000 € précédemment.
donc pour la porter à 5 000 euros. Ce qui fait que nos provisions d'un total de 157 720 euros jusque-là vont baisser à 124 000 euros du fait de ces deux changements dont je viens de vous parler. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est pour? Voilà. Donc on actualise, dire provisionner, ça ne veut pas dire qu'on va forcément payer ces montants-là, mais on les provisionne au cas où on perde les contentieux évoqués. Bon, pas d'opposition ni d'abstention. Merci. Je continue avec l'actualisation de la provision pour le compte épargne-temps des agents que nous avons institué en décembre 2011 sur la commune. Et donc, il y a des règles. À partir du 21e jour épargné, les jours placés sur le compte épargne-temps pourront être monétisés donc, par l'agent. Et de ce fait, nous devons calculer des provisions pour faire face aux demandes de versement par les agents de ce CET. Donc, les nombres de jours ont été calculés et donc il s'évalue à 568 et un montant à provisionner de 51 936 euros. Donc, la provision actuelle étant inférieure, nous devons l'augmenter de 38 100 euros pour couvrir ce besoin de compteur épargne-temps. Et donc pour le passer à 51 940 euros, de manière à arrondir les sommes avec une dotation complémentaire de 13 840 euros. Ça, c'est donc, une faculté des agents de le mettre sur le compte épargne-temps qu'on constate et on doit provisionner en conséquence. Voilà, ce qui a été fait depuis un certain nombre d'années et qui nous semble logique. Bon, sachant que les montants sont forfaitaires par catégorie, ne correspondaient pas forcément aux rémunérations des agents, mais c'est des montants forfaitaires par catégorie, A, B, C. Voilà. Et fait l'objet d'un calcul détaillé, personne par personne, bien évidemment. Y a-t-il des questions sur ça? Bon, c'est logique. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et toujours Martine. Oui, donc cette fois-ci, nous allons voir le budget principal tout d'abord pour 2026 et de voir le voter dès que nous l'aurons vu. Donc Laurent l'a dit, on est, de bonne heure par rapport aux périodes habituelles. Les données 2025, toutefois, que vous avez dans les dossiers sont quasiment terminées, donc elles sont valables en comparaison. On est toujours en amont du vote de la loi de finances, mais ça, vous le savez, bien entendu. Par contre, effectivement, on tient compte des mesures négatives sur les comptes des collectivités, qui sont essentiellement la baisse de dotation et compensation qu'on va revoir juste après. Donc, tout ça est anticipé. Et par rapport aux robes qu'on avait donc vues ensemble il y a un peu plus d'un mois, les chiffres sont quasiment les mêmes. On a 70 000 euros de dépenses de fonctionnement en moins par rapport aux robes qu'on vous avait présentées. Donc on déroule. 2026, bien sûr, rien n'a changé. Inflation attendue à 1,3%. Et je le rappellerai, donc les baisses de dotation de l'État sont estimées les suivantes. Gel de la dotation globale de fonctionnement, donc baisse de 11 000 euros. Réduction surtout des enveloppes allouées aux compensations de fiscalité, soit la dotation de compensation de la taxe professionnelle, moins 84 000 euros. Également l'abattement de 50% des valeurs locatives des locaux industriels, moins 229 000 euros pour nous. La suppression du FCTVA sur les dépenses de fonctionnement, moins 24 000 euros. Donc au total, une baisse de 348 000 euros de recettes, bien entendu, qu'on a pris en compte dans le budget, puisqu'on suppose que ces mesures-là iront jusqu'au bout. Si donc, alors on déroule rapidement 2025, sans trop s'y attarder, puisque les chiffres n'ont pas changé non plus. Je rappellerai donc 2025, 12 523 000 euros de charges de fonctionnement, en hausse de 4,4% par rapport à 2024, mais dans le cadre d'une maîtrise importante de toutes les dépenses. Dans ces charges, donc les charges personnelles représentent 60% du total et également elles ont évolué de 4,6%, dont des augmentations de cotisations que nous avions vues. Concernant les recettes de fonctionnement,
En 2025, on aurait 14 909 000 euros. Cette fois-ci, un peu plus de 200 000 euros, à peu près 200 000 euros par rapport à 2024. Toutefois, il s'agit de recettes qu'on dit exceptionnelles parce que ces 200 000 euros, c'est 160 000 euros de dégrèvement de taxes foncières qu'on a eu sur plusieurs années antérieures, qu'on n'aura pas à nouveau en 2026, et des produits de cession divers, 60 000 euros, ou des pénalités qu'on a encaissées, une fois de plus, de manière exceptionnelle. Donc voilà les recettes 2025. La conséquence pour 2025 de ce qu'on vient de voir, c'est une épargne brute de 2 400 000 euros quasiment, donc à la baisse par rapport à 2024, mais qui était à 2 700 000 euros. Ceci dit, après remboursement du capital des emprunts, 948 000 euros, il nous reste sur 2025 une épargne nette de 1 400 000 euros. Donc, je dirais montant qui est en baisse par rapport à l'année précédente, mais intéressant et important. Et ce montant de 1 400 000 euros d'épargne nette a permis en partie de financer donc 6 400 000 euros de dépenses d'investissement qui ont été financées donc bien sûr par l'épargne nette, par également des ressources propres, c'est le remboursement de TVA et la taxe d'aménagement pour 1 500 000 euros. On a perçu en 2025 900 000 euros de subventions sur les investissements et cela nous a donc évité de souscrire tout emprunt puisque, je vais dire, avec une variation de la trésorerie, il n'y a pas eu besoin d'emprunt et la trésorerie elle-même, le résultat global de clôture, reste positif à 1 752 000 au 31 décembre 2025. Donc c'est important, on le verra dans le tableau sur la dette tout à l'heure, de ne pas avoir à emprunter en 2025, ça nous donne des capacités pour le futur. Je continue et donc cette fois-ci avec 2026. Alors 2026, si nous regardons d'abord les recettes, estimées en BP 14 284 000 pour 14 909 000 en 2025, baisse donc d'un peu plus de 600 000 euros. Les dotations venant de l'État, moins 348 000 euros comme je vous l'expliquais. Les produits qu'on dit exceptionnels, moins 260 000 euros. Et donc, ce qui a bougé avec une légère hausse, c'est les impôts et la fiscalité. Et on va le voir au tableau suivant dans un premier temps. Donc, le produit fiscal, les trois taxes, une taxe d'habitation, donc résidence secondaire, le foncier bâti, foncier non bâti. Le produit fiscal strict, 6 968 000 euros attendus pour 2026. Alors, est en hausse de à peu près 2% par rapport à 2025, mais il s'agit d'un effet base, bien entendu, puisque les taux, tels que on en avait parlé au moment du ROB et qu'on vous confirme, sont donc maintenus identiques à ceux de 2025. Voilà, donc produit fiscal, un petit plus de ces 120 000 euros. Sur le tableau, vous avez déjà une baisse des allocations sur ce tableau-là, dont on a parlé tout à l'heure. À côté de cela, donc l'attribution de compensation de fiscalité professionnelle venant de l'intercommunalité est quasiment la même, hein, 12 000 euros de plus, si vous l'avez vu dans le conseil communautaire. Et autres produits fiscaux, FNGIR, FPIC, ainsi de suite, restent également à l'identique. Donc voilà l'effet base qu'on peut constater. Si on revient au tableau général, on va regarder les dépenses. Donc les dépenses réelles dans un objectif de maîtrise à nouveau pour 2026 s'élèveraient donc à 12 624 000 euros. Pour, en 2025, 12 523 000 euros, donc soit à peine 0,80% de plus. Si on regarde dans le détail, alors il y a un effet de changement d'affectation des dépenses de logiciels. Les dépenses de logiciels ne doivent plus être comptabilisées aux charges à caractère général, mais dans les charges de gestion courante 65.
Donc, si on prend le 011 charge à caractère général, il y a une baisse faciale de 280 000 euros. Mais bien entendu, il y a ces dépenses qu'on va retrouver pour 158 000 euros dans le compte 65, avec les charges de gestion courante. On a aussi la fin du dispositif OPA-RH, donc pour une baisse de 115 000 euros, et des diminutions de consommation, d'entretien et de fourniture pour 100 000 euros. À côté de ça, dans ce 011, on a aussi la location de préfabriqués pour l'école Roger Sudre qui vient en plus, 80 000 euros. Et comme on vous en a souvent parlé, une hausse sur les assurances, 38 000 euros estimés en 2026 par rapport à 2025. Concernant les charges de personnel, elles seraient en hausse de exactement 3,2%, sachant que dans cette hausse-là, il y a 4 points de la CNRACL, donc la caisse de retraite, qui pour la deuxième année donc, sont rajoutés aux cotisations, soit 125 000 euros de plus. Et ce ne sera pas terminé puisqu'on nous annonçait sur 3-4 ans de variation de cette cotisation. Ce qui fait que ça explique la variation du poste en définitive ou quasiment. Il y a peu de variation dans les effectifs, mis à part donc, cette cotisation retraite. Si on regarde maintenant les autres charges de gestion courante, comme on l'a expliqué, elles augmentent donc des 158 000 euros de dépenses de logiciels. Et donc, à noter qu'on augmente la dotation au CMS de 24 000 euros pour 2026, on va voir le budget tout à l'heure, et de 20 000 euros pour le CCAS qui font l'augmentation complémentaire. Les charges financières sont quasiment stables entre les 2 années. Et donc, les provisions sont relativement faibles. Donc, 2026, à nos dépenses réelles, si on rajoute les opérations d'ordre et de virement à la section d'investissement, qu'on va bien sûr reprendre en investissement, on arrive à un total de 14 319 000 qui s'équilibre bien entendu avec les recettes dont on a parlé. Voilà, donc oui. Des questions sur ces éléments-là avant de rentrer plus en détail. Donc, j'attire votre attention, mais on vous a communiqué le bilan de l'opération OPA-HRU. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le parcourir, mais c'était peut-être quelque chose qu'on n'a pas assez insisté sur la durée du mandat, sur la rénovation de l'habitat, et avec des montants importants, puisqu'il y a eu plus de 7 millions de travaux réalisés, et avec un gros effet de levier sur les subventions, puisqu'il y a eu plus de 4,4 millions de subventions qu'ont obtenu soit les propriétaires occupants, soit les locataires aussi, pour rénover leur habitat. L'opération finit parce qu'elles ont un terme là-dessus. Il faudra se poser la question si dans les années futures, les prochaines équipes souhaitent renouveler ce type de dispositif, mais qui est très très positif et très profitable, surtout en termes de consommation d'énergie, de baisse des effets gaz de serre, etc. Oui, Oui, moi je tenais simplement à souligner que cette opération, au-delà des économies d'énergie, d'accompagnement des propriétaires, a aussi bénéficié à toutes les entreprises locales. Les chiffres sont avancés, sont quand même très importants. Oui, exactement. Pour l'économie locale. Exactement. La majorité des 7 millions de travaux effectués ont bénéficié aux entreprises locales. Donc c'est quelque chose de très vertueux. Et si on le replace dans le process, puisqu'il y a eu des articles sur le permis de louer, la logique est aussi de dire on a fait, et en particulier la commune a aussi participé à cet effort de rénovation de l'habitat. Donc ceux qui n'ont pas voulu jouer le jeu, à partir d'un moment, il faut être un peu plus restrictif par rapport à ça, sachant qu'on avait fait tout ça pendant 5 ans avant pour nous permettre ces éléments-là, et sachant que nous avons permis aussi de réduire la vacance, qui est quelque chose d'important par rapport à la consommation d'espace, etc. Donc voilà, c'était la remarque que je voulais faire sur ces opérations. Voilà, donc, alors, s'en suivait dans vos dossiers donc le détail, mais dont on a donné les principales évolutions, donc si on continue des produits, des services, donc on l'a dit, ce qui avait été modifié, et dans les charges de fonctionnement, je vous ai donné à peu près l'essentiel. Maintenant, si vous avez des questions, on peut s'y arrêter.
Donc si nous continuons pour le BP 2026, en conséquence de ce qu'on vient de voir en produits et charges de fonctionnement, il se dégagerait une épargne brute de 1 660 000 euros. Le capital de la dette pour 2026 à rembourser de 1 017 000 euros. Donc l'épargne nette, calculée ainsi, est de 643 000 euros. Voilà, donc ceci dit, on va voir la partie investissement pour voir l'utilisation de cette épargne nette. Concernant donc le budget d'investissement, puisque nous sommes en décembre et avant vote du compte du CFU 2025, il n'y a pas la reprise de résultats en recettes dans le budget d'investissement donc de 2026. Et nous avons aussi des recettes sur les subventions, par exemple, qui sont estimées avec prudence, puisque nous sommes également plus tôt que d'habitude. Nous n'aurons pas non plus les restes à recouvrer en recettes de subventions par exemple 2025, ni en dépenses d'investissement reportées, puisqu'il faut arrêter les CFU pour cela. Donc les chiffres sont provisoires sous ces côtés-là. Si nous prenons donc les dépenses pour commencer, on a emprunt, on l'a vu, 1 017 000 euros à rembourser. Les 74 000 euros que vous avez en première ligne, c'est la taxe d'aménagement qui est reversée à l'intercommunalité. Quant aux dépenses prévues, donc 5 650 000 euros et 1 100 000 euros, on va en voir le détail puisque je pense que c'est important de le voir à ce stade. Donc c'est 6 700 000 euros, se décompose, une fois de plus on l'avait vu dans le ROB, d'investissements qu'on appelle récurrents parce que ce sont des postes qui sont attribués chaque année. Je ne vais pas les reprendre dans le détail puisque vous les avez et s'il y a des questions, bien sûr on les évoque. On les avait commentés au ROB, mais voilà. Et donc, le budget d'investissement reprend aussi les projets du mandat pour 4 267 000 euros. Voilà, donc, qui sont sous vos yeux. Je ne vais pas les relister parce que je pense qu'il n'y a rien de nouveau et qu'on l'avait présenté déjà au niveau du ROB. Donc, si nous revenons à la section d'investissement, les dépenses additionnées, donc plus remboursement de dettes et taxes d'aménagement reversées, on arrive à un total de 7 897 000 euros. Dans les recettes, même si elles sont incomplètes, nous mettons donc le fonds de TVA à percevoir 964 000 euros, la taxe d'aménagement estimée à 90 000 euros, des subventions estimées à encaisser à 168 000 euros. Comme je vous disais, c'est plutôt faible, mais on est tôt dans la période. Et des produits de cession, 383 000 euros qui vont intervenir sur la cession de la pépinière artisanale. Donc c'est un report, qui va arriver. Pour permettre de boucler le budget, on a mis une ligne emprunt de 4 500 000 euros, mais qui sera forcément inférieure après affectation des résultats. Et correction certainement de certains postes, mais surtout l'affectation des résultats. Qui devrait se situer à peu près à 2,5 millions, hein, c'est ce qu'on disait la dernière fois, en tenant compte des reports et de l'affectation des résultats. Et le budget d'investissement, on y met en recette les opérations d'ordre qu'on a vues tout à l'heure et virement de la section de fonctionnement pour arriver au total de 7 897 000 euros pour équilibre des dépenses. Voilà, donc le détail, nous l'avons vu. Et le tableau maintenant qui résume ce qu'on vient de dire, donc notre épargne nette issue du budget de fonctionnement, 643 000 euros, les recettes propres, donc fonds de TVA et taxes d'aménagement, les subventions et l'emprunt, permettraient de couvrir l'ensemble sur un point provisoire, comme on vient de le dire. La dette, donc capital restant dû 9 627 000 euros au 31 décembre 2025. Donc à noter que le ratio habituel que l'on doit calculer en cours de dette divisé par l'épargne brute qui est de 2 385 000 euros, on arrive à un ratio tout à fait bas d'un peu plus de 4, alors que
ce ratio est inquiétant lorsqu'on arrive à 11-12 années. Il s'agit d'années. Lorsqu'on arrive à 11-12, c'est inquiétant. Nous sommes à 4 années. Donc ça prouve que c'est très bas. C'est une bonne gestion et ça laisse des capacités pour des emprunts futurs, notamment aussi parce que, vous le voyez, la courbe est en forte baisse. Donc les capacités empruntées également vont pouvoir tenir compte de baisse de remboursement d'emprunts à venir à partir de 2028, notamment, enfin progressivement. L'état de la dette, vous l'avez dans le dossier, je ne vais pas, et des emprunts qui sont sains, bien entendu, à des taux qui n'ont pas de problème de variabilité, que du taux fixe d'ailleurs, donc en plus indexé à certains moments sur le livret A de la Caisse d'épargne, donc aucun souci à ce sujet. On vous avait rappelé la structure des effectifs et les indemnités de fonction et indemnités de fonction perçues par les élus, puisqu'il n'y a aucun remboursement, comme on l'avait signalé. Voilà pour les éléments du budget principal 2026. Donc, on attend vos questions. Enfin, moi, je voudrais juste, parce que c'était Olivier qui avait levé le point, je me suis amusé à reprendre les chiffres depuis 2020 jusqu'à 2026, si on vote le budget en l'état. Et si on le déroule en 2026 comme il est prévu, on aurait réalisé 41,4 millions de travaux et de projets tels qu'on a déroulés. Et la variation de l'endettement sur cette période-là, en net, c'est-à-dire ce qu'on a remboursé moins les emprunts nouveaux, se situerait à 5,8 millions. C'est-à-dire que on n'a pas surendetté la commune, mais c'était le point. C'est pour ça que, par rapport à ta remarque, j'ai fait pas l'effort, donc j'ai pris le temps d'aligner les chiffres. C'est-à-dire que je pense que sur ce mandat-là, on peut se voter nous-mêmes un satisfecit global et général, puisqu'on est arrivé quand même à mobiliser beaucoup d'investissements, indépendamment de l'opération OPH, etc., qui sont venus encore en plus, aidés par d'autres, voilà, et sans trop endetter, en permettant aux prochaines équipes de pouvoir continuer à dérouler. Voilà, c'était juste pour bâtir sur ce qu'on avait évoqué lors de notre débat précédent. Et on peut sur ce sujet remercier les équipes de la commune parce que tous ces investissements ont été réalisés avec toutes les équipes et le suivi de la trésorerie et l'ensemble par l'équipe financière aussi. Donc on peut à cette occasion remercier les agents, tous les agents de la mairie concernés. Alors, oui, il faut le voter, oui. Donc pas de questions. Bon, des remarques ou des remarques. Donc, y a-t-il des oppositions à ce projet de budget? Des abstentions? Donc, qui est pour? Eh bien, merci de cette belle unanimité sur ce moment important de la vie de notre commune et de ce conseil municipal. Le budget supplémentaire avec le budget donc annexe du centre municipal de santé. Donc, on va balayer 2025 et 2026, c'est plus rapide, bien entendu. 2025, les dépenses réelles doivent s'arrêter à 343 000 €, un peu moins que prévu parce que on a moins. Enfin, les embauches de médecins se sont faites plus tardivement, on va dire. On est à 1,7 médecins en équivalent temps plein sur l'année 2025. Regardons 2026, dans la foulée, on remonterait à un peu plus de 403 000 € prévus sur les dépenses réelles et c'est essentiellement le poste de charge personnelle, donc de recrutement de médecins qui augmente puisque la prévision est aux alentours de 2,3 équivalents temps plein médecins. Concernant les recettes, comme on l'a voté tout à l'heure, en définitive, la subvention du budget principal a été en accroissement donc, de 67 000 € et elle est à 110 000 € pour 2025. Et elle est venue compenser la subvention de la caisse primaire d'assurance maladie qui ne sera connue et versée qu'en 2026. Je pense que c'est le changement principal. 2026, les recettes sont à la hausse puisqu'on a des médecins en plus, enfin des heures médecins en plus. Et on prévoit une subvention, on l'avait vu aussi, du budget de la commune pour 140 000 €. Une fois de plus, tant que la subvention de la caisse primaire n'est pas connue ni versée, là on sera en 2027 pour la connaître.
Donc voilà pourquoi on arriverait à 413 000 € dans les recettes de fonctionnement. Et donc, il se dégagerait 10 000 € sur le budget d'investissement, 11 000 € exactement, de recettes d'investissement qu'on mettrait dans les immobilisations, donc en dépenses de 2026 pour 11 000 €. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce budget annexe ? Olivier, Toujours en train de poser des questions, mais ça c'est bien, il en faut. Non, c'est simplement pour... est-ce que dans le fonctionnement, hein, c'est super le fonctionnement du centre municipal de santé, mais est-ce qu'il est prévu une période où on sera à l'équilibre, où il va falloir toujours amender Alors, ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire que l'objectif, ça serait d'arriver à 3 médecins plein temps sur lesquels on se rapprocherait de l'équilibre. Donc, mais j'ai envie de dire, c'est un service commun qu'on rend à notre population, comme la piscine. Enfin, si on fait le parallèle avec la piscine, c'est un sujet qui nous est cher aussi. On voit qu'on met à peu près le même montant en exploitation de la piscine sur 2 mois d'été que ce qu'on met sur le CMS en année pleine. Donc c'est une notion de service rendu. Alors on sait que comme on arrive et d'être pré-traitant, je pense que quand on arrivera à tourner à plein régime, on aura davantage de subventions de la CPM, je ne sais pas trop comment on l'appelle celle-là, il y a un nom particulier que je mange tous les 2 matins, qui va nous permettre d'arriver à l'équilibre. Donc l'objectif, mais je rappelle qu'une fois de plus, le point c'était d'initier la chose et de répondre à un besoin de population au moment où on avait des fortes inquiétudes là-dessus. Je pense que ce centre municipal de santé a permis de réinitier une dynamique très positive, a fait venir des spécialistes, je pense en particulier au cardio, mais on ne va pas les lister, autrement je vais en oublier et ça ne va pas aller bien. Donc a fait venir des spécialistes qui viennent en complément, sur lesquels on leur loue des bureaux sans faire de bénéfices sur ces bureaux-là, et a redonné une dynamique, mais que ma vision en particulier, notre vision, c'est de dire le moment où le domaine privé reprendra le lead et se reprendra le lead, et on sait qu'on a eu des dépôts de permis dans ce sens-là, se posera la question de la continuité là-dessus. Mais il y a eu de l'utilité, on se rapproche de l'équilibre, le point est compliqué à trouver ce point d'équilibre. Jérôme, si tu veux... Oui, c'est pour compléter, parce qu'il y a donc la 3e médecin qui va arriver, qui va démarrer le 5 janvier. Donc elle va faire 3 jours, on a une autre médecin qui fait 3 jours et un autre médecin qui fait 4 jours. Donc là, on va couvrir du lundi matin 8h au vendredi 18h, ce qui nous permet quand même d'avoir plus de subventions de la CPM. D'autre part, on a quand même au centre de santé entre 800 et 1000 patients en médecin traitant, ce qui est correct. Il faudrait en avoir un petit peu plus pour être plus proche de l'équilibre, mais on rend aussi un énorme service de soins non programmés. Et comme le dit Laurent, le service ne va pas toujours avec la rentabilité. C'est-à-dire que comme on dépanne l'ensemble du secteur et même un peu au-delà du secteur, puisqu'on a un quart des patients, la moitié des patients qui sont de Revel, un quart des patients qui sont de Interco et un quart des patients qui sont hors Interco, qu'on dépanne avec plaisir. Mais du coup, de ce fait, on garde des plages de soins non programmés qui ne sont pas toujours remplies, donc ce n'est pas toujours rentable. Mais par contre, c'est très utile, quoi, voilà. Donc, Ambre Poyard, qu'on peut féliciter puisqu'il vient de passer sa thèse et son mémoire, qui nous a à nouveau, qui nous a fait solliciter à nouveau le Conseil de l'Ordre pour arriver à finaliser ces documents, là, ces dossiers, va pouvoir attaquer le 5 janvier. Voilà. Donc on aura 3 médecins au centre municipal. Et je précise, puisque si certains nous écoutent, que c'est le centre municipal de santé qui est médecin traitant et non pas chaque médecin traitant individuellement. Alors, moi, je n'ai jamais parlé de rentabilité. Hein. C'est pas mon souhait. D'équilibre. Quand on parle de santé, on parle toujours de régalien. Donc, on se substitue et au privé et à l'État. C'est simplement parce que la collectivité territoriale que nous sommes aujourd'hui se substitue à des finances absentes. C'est tout. Après, le service rendu est exceptionnel.
Tu as parlé de cardiologues, il y en a beaucoup qui en ont profité. Non, Merci. non, mais Je compléterai en disant que les populations hors territoire, c'est par exemple les élèves du lycée qui ont besoin malgré tout de soins, les touristes, il ne faut pas les oublier, parce que et c'est un point d'attractivité pour le territoire d'avoir un service, et on nous l'a souvent dit, comme tel, d'être pris en charge quand on a un problème en vacances. Et comme on l'avait souligné, le fait d'avoir 2 temps plein, médecins de temps plein, permet d'avoir des référents. C'était important. Ça a un coût, on essaye de le minimiser, mais je pense que le rapport service rendu coût, si on peut s'exprimer comme ça, est plutôt très positif. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, on n'a pas voté, donc pas d'autres questions. Il faut passer au vote. Bon, qui est pour ce budget annexe du centre municipal de santé? Pas d'abstention, pas d'opposition, merci. Merci, mais donc, et merci pour l'approbation de ces budgets à l'unanimité, et ce qui montre qu'on a su travailler en bonne intelligence depuis pas mal d'années. Autorisation de programme. Voilà, on va faire l'état donc actuel de ces autorisations de programme qui nous permettent d'inscrire des investissements dans la durée, ce qui facilite le travail des services financiers. On a donc réhabilitation de la halle et du beffroi à 2 880 000 euros, coût global bien entendu, et vous avez le montant en 2026, 810 000 euros programmés en paiement. On a la réhabilitation du Tour de Ville et des allées Charles de Gaulle. On a une délibération tout à l'heure sur le sujet. Donc on l'inscrit, on continue de l'inscrire donc à 6 570 000 euros avec une prévision de 400 000 euros en 2026. On a la réhabilitation de l'école maternelle Roger Sudre, dont on va parler aussi, qui est inscrite pour 2 650 000 euros et pour 800 000 euros en 2026. La restauration de l'église, pour laquelle donc, nous constatons une augmentation de 180 000 euros, soit un total de 1 500 000 euros pour le programme et 1 million d'euros prévus en dépenses en 2026. Le réaménagement du square Gabol et de ses abords est terminé, donc on va clôturer cette autorisation de programme puisque ça s'est terminé en 2025. Donc la somme des crédits de paiement pour 2026 sur l'ensemble de ces dossiers s'élève à 3 10 000 euros. Est-ce qu'on doit le voter? Oui, on doit le voter. On doit le voter, oui. Bon, et les 3 10 000 correspondent aux chiffres qui étaient votés dans le budget, bien évidemment. Donc ça permet d'avoir la lisibilité sur les plus gros projets du mandat et qui débordent sur les années suivantes. Est-ce que vous avez des questions sur ces autorisations de contribution? Donc, on va passer au vote. Donc, qui est pour? Merci beaucoup. Merci. Donc, et en remerciant les services de finances et Colline qui est avec nous pour la synthèse de ces chiffres, le fait qu'on n'ait pas de surprise sur ces 2 éléments. Donc, merci à vous et merci à vos équipes, Colline. Merci beaucoup. Un dernier point financier, mais qui va aller assez vite, c'est l'actualisation des taux horaires pour les interventions des agents de la commune. Ces coûts sont utiles pour calculer le coût des avantages en nature, donc par exemple à des associations ou à autres, ou des coûts de refacturation lorsque c'est nécessaire, ou bien même le calcul des travaux en régie. Et donc on a vu une dernière... l'évaluation précédente était de juin 2024. Elle a été revérifiée donc par les services financiers par catégorie, également une moyenne par catégorie d'agents. Et donc vous avez les montants sous les yeux. Donc je ne les redonne pas, vous les avez. Il s'agit de 5% de plus que 2024. N'oublions pas qu'il y a eu les hausses de cotisation retraite au milieu, qui explique une partie importante. Voilà, donc il est important de fixer les coûts sur, comme on l'a dit, les avantages en nature, les refacturations bien entendu, voire les travaux en régie. Et donc ces calculs, ces montants de taux horaires sont faits pour au mieux chiffrer tous ces éléments. Donc là, on demande de l'approuver, mais c'est peut-être compliqué pour vous de contester ces chiffres. C'est là où il faut faire confiance aux services financiers et RH pour établir ces coûts horaires. Voilà. Donc, qui est pour? Y a-t-il des abstentions?
T'es pour, voilà, avec un peu de décalage, le temps que ça arrive. Pourtant, je pensais que sur le sport santé, tu étais à la pointe, mais avec un peu de décalage. Donc, merci, là aussi, cette unité. Donc, mais je pense que Martine a bien œuvré, et on te remercie, Martine, et on passe la parole à Marielle pour la partie ressources humaines. Je vais vous parler de la création d'un poste et mise à jour du tableau des effectifs titulaires. Ce n'est pas une véritable création puisque c'est un agent qui va prendre un autre grade. Conformément aux possibilités offertes par le statut de la fonction publique territoriale, il est proposé au conseil municipal de créer un poste titulaire sur le grade d'agent spécialisé principal deuxième classe des écoles maternelles à temps complet. Il s'agit d'une demande d'intégration directe d'un agent déjà en poste, mais titulaire d'un autre grade. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'autoriser la création du poste précité, d'approuver le tableau des effectifs titulaires modifié. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Je vous remercie. Donc, je continue avec le taux promu-promouvable. Ces taux permettent de déterminer le nombre maximum d'agents pouvant bénéficier d'un avancement de grade chaque année. Ils sont fixés par grade et par cadre d'emploi. Conformément à l'article 49 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 et au décret d'application, il appartient au conseil municipal de fixer ces taux après avis du comité social territorial. La collectivité a délibéré pour la dernière fois sur ce sujet en date du 18 décembre 2007. Une actualisation est nécessaire pour intégrer les grades créés ou modifiés par les réformes statutaires, adapter les taux aux besoins de la collectivité, respecter les obligations réglementaires. Il est proposé de fixer un taux de 100% maximum pour chaque grade existant au sein de la collectivité conformément au tableau joint en annexe. Fixer un taux de 100% pour tous les grades signifie que l'ensemble des agents remplissant les conditions statutaires pour un avancement de grade peuvent être promus sans limitation liée à un quota ou à un ratio, et sous réserve de l'application des critères des lignes directrices de gestion par l'autorité territoriale. La commune a formalisé sa politique de gestion des ressources humaines par ses lignes directrices de gestion. Le volet promotion et valorisation des parcours professionnels permettra à l'autorité territoriale d'arrêter la liste des agents retenus au titre des avancements de grade annuels. Ce projet a été soumis pour avis au comité social territorial du 4 décembre et a reçu un avis favorable. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose de fixer les taux promu-promouvables pour chaque grade des cadres d'emploi relevant de la collectivité à un taux de 100% et d'autoriser Monsieur le maire à mettre en œuvre cette décision. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, on va pas promouvoir 100% des agents, hein, je vous rassure. Donc, on a des critères de promotion qui sont liés sur de l'ancienneté, sur des capacités techniques, etc. Et qu'on a définis dans ce qu'on appelle les lignes directrices de gestion. Là, le but, c'est de nous permettre de ne pas être bloqué par un quota en disant, si on avait dit 10%, même s'il y a 20% des agents qui, suivant ces critères, pourraient être promus, de ne pas se retrouver bloqué là-dessus. Mais ce qui ne va pas dire, et d'ailleurs c'est le cas, qu'on promeut chaque fois et chaque année 100% des agents par rapport à ça. C'est ça l'objet de cette délib. Pas donner de limite. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair pour vous? Donc, qui est pour? Merci pour eux. Pas d'abstention? Pas de contre? Merci. Donc, on reste en RH avec les modalités d'exercice du travail à temps partiel. Donc, conformément aux dispositions du Code général de la fonction publique, l'Assemblée délibérante est appelée à fixer les modalités d'exercice du travail à temps partiel après avis du comité social territorial. Le travail à temps partiel, qu'il soit de droit ou sur autorisation, pourra être organisé selon une répartition quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, en fonction des nécessités de service. L'autorité territoriale restera chargée de définir pour chaque agent la répartition concrète de son temps de travail.
S'agissant des quotités, celles prévues réglementairement pour le temps partiel de droit seront appliquées, à savoir 50, 60, 70 ou 80%. Pour le temps partiel sur autorisation, les quotités seront comprises entre 50 et 99% pour les agents à temps complet et fixées à 50, 60, 70, 80 ou 90% pour les agents exerçant à temps non complet. Les jours à RTT seront calculés au prorata du temps de travail. Les demandes de temps partiel devront être formulées au moins 2 mois avant la date souhaitée. Elles indiqueront la période sollicitée, la quotité et l'organisation du travail souhaitée. La durée d'autorisation sera d'1 an, renouvelable expressément dans la limite de 3 ans, sous réserve des dispositifs particuliers prévus par les textes, notamment pour la création ou la reprise d'entreprise. La réintégration à temps plein ou la modification des modalités d'exercice du temps partiel pourra intervenir à la demande de l'agent avec un préavis de 2 mois. En cas de motifs graves tels qu'une diminution importante de revenus ou un changement de situation familiale, cette réintégration pourra être accordée sans délai après examen de la situation par l'autorité territoriale. En cas de congé de maternité, de paternité ou d'adoption, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel sera suspendue et l'agent sera rétabli dans les droits afférents à un service à temps plein pendant toute la durée du congé. Ce projet a été soumis pour avis au comité social territorial le 4 décembre 2025 et a reçu un avis favorable. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à mettre en œuvre les modalités d'exercice du travail à temps partiel. Est-ce qu'il y a des questions? Parle au micro, pardon, Christelle, pour qu'on puisse t'enregistrer pour le compte rendu après. Frappe pas le micro, il t'a rien fait. Ça marche, oui. Oui. En fait, je me posais la question, pourquoi est-ce qu'on vote ça parce que c'est pas de manière... en fait, tous les agents territoriaux n'ont pas le même, comment je dirais, le même statut et pas les mêmes règles à respecter, parce que ça, c'est des règles... Non, enfin, il y a ce qui est de droit, c'est-à-dire dans ces cas-là, ça s'impose à nous, c'est vrai, et il y a des quotités, et après, il y a des demandes individuelles sur lesquelles il faut donner des paliers, sur lesquels on peut accorder ou pas des temps partiels, après avis du chef de service, avis de la direction, etc. Pour des raisons personnelles. Pour des raisons personnelles. Donc ce qui est de droit, mais c'est de droit, par définition. Donc, du coup, c'est pas contestable. Enfin, moi, je me suis toujours pas remis que sur le droit, quelqu'un, vous allez y avoir droit, qui demande un temps partiel à 80%, soit payé beaucoup plus que 80%. Dans mes vies précédentes, c'était vraiment prorata du temps de travail. C'est pas tout à fait comme ça dans la fonction publique. Bon, ok, très bien. Mais ça, il y a des règles de droit. Donc, on applique ces demandes de droit. Il y a des cas très précis. Et puis, il y a l'avis et des gens qui nous demandent des temps partiels. Donc, il faut qu'on puisse statuer sur des quotités qui rentrent par rapport à ça. C'est ça l'objet de la délib. Oui, je pensais que c'était une législation nationale pour tous les agents territoriaux. Les demandes pour raisons personnelles, voilà. Ouais, voilà, donc... Oui, Olivier. Convenance personnelle, exactement. Ouais. Olivier. Oui, moi j'avais juste par rapport à l'aspect réglementaire et autres. Si mes souvenirs sont bons, il y a, je vais dire plusieurs années, parce que c'est plusieurs années qu'on a, on avait été retoqué sur l'ASA. Sur des ASA. Sur les ASA par le préfet. Oui, c'est des... donc, est-ce qu'on est dans les mêmes fourchettes d'admissibilité par l'autorité territoriale ou non, pas? là on a toute l'attente du moment qu'on respecte ces éléments, et c'est pour ça que pour renforcer, on vote, on prend cette délib. Les autorisations spéciales d'absence sur des points précis ont fait l'objet de directives de l'État et du préfet, en particulier pour certaines pathologies, qui nous a été... Des contentieux sont ouverts. Le préfet de notre département est particulièrement vigilant sur ce point-là. D'autres préfets font moins de zèle sur ces contrôles de légalité. Donc je pense que tant que la législation n'aura pas évolué, on ne pourra pas revenir sur ces autorisations spéciales d'absence. Ce qu'on regrette, puisqu'on l'avait voté, on était très favorable et on était plutôt proactif là-dessus. Bon, on est aussi tenu de respecter les règles. Monsieur le préfet nous a ramené
et nous a notifié. Donc on a adapté ces autorisations, mais c'est 2 sujets totalement différents par rapport à ça. Là, ça n'a aucun impact sur les 1607 heures qu'ils doivent avoir. Oui, Voilà. bien évidemment. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, on va passer au vote. Ouais, vas-y. Qui s'abstient, qui est contre. Donc, tout le monde est d'accord. Je vous remercie. Toujours toi, centre de gestion. Allez, on continue à la RH. Donc là, c'est l'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du centre de gestion de la Haute-Garonne. Depuis 1992, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne propose une mission facultative d'assurance des risques statutaires afférents aux personnels territoriaux par application de l'article 26 alinéa 5 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984. Ce service consiste en la mise en place d'un contrat groupe d'assurance à adhésion facultative pour le compte des collectivités et établissements publics du département de la Haute-Garonne. La réalisation d'une prestation de suivi des sinistres et des conditions d'application du contrat et de conseil. Après mise en concurrence par voie d'appel d'offres ouvert, le groupement Willis Tower Watson sera titulaire du contrat groupe à compter du 1er janvier 2026 pour une durée de 4 ans. Pour la commune, il assurera la couverture des risques afférents aux agents affiliés à la CNRACL. Les garanties sont établies en fonction des textes législatifs et réglementaires existants à la date du lancement de la consultation, soit le 20 mars 2025. Ils ont été pris en compte pour l'établissement du contrat groupe. Les conditions de couverture et les conditions financières retenues par la commune au titre du contrat groupe sont les suivantes. Je vous ferai grâce du tableau. Chaque collectivité et établissement public peut résilier son adhésion au 1er janvier de chaque année en respectant un préavis de 2 mois. Le centre de gestion 31 pourra étudier avec le titulaire du contrat groupe une évolution des garanties en fonction de l'évolution réglementaire durant le marché. Les taux sont garantis pour 2026 et 2027. Une clause de révision détermine l'évolution des taux en fonction du rapport sinistre-prime pour 2028 et 2029. Le contrat groupe comporte des prestations complémentaires, à savoir la gestion des dossiers via un extranet et les formations à son utilisation, le suivi et l'analyse des statistiques des sinistralités, l'organisation et la prise en charge de contrôles médicaux, par exemple les contre-visites médicales et expertises médicales, la mise en œuvre de recours contre tiers responsables permettant le recouvrement de sommes non couvertes par l'assurance, une assistance psychologique à destination des agents, des formations en prévention à l'initiative du CDG 31, des prestations d'accompagnement spécifiques, notamment en gestion de crise sur devis préalable. Ce service, mis en œuvre par le CDG 31, mobilise une équipe de 6 personnes sous la responsabilité d'un responsable de service. Il donne lieu à la signature d'une convention d'adhésion et à la perception par le CDG 31 d'une rémunération spécifique par couverture souscrite d'un montant représentant 5% du montant de la prime d'assurance avec une perception minimale de 25 €. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'adhérer au service contrat groupe du CDG 31 pour les agents affiliés à la CNRACL à l'occasion de la mise en place du contrat groupe d'assurance statutaire 2026-2029, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents contractuels et conventionnels, ainsi qu'à procéder au choix des variables de couverture, d'inscrire au budget de la commune les sommes correspondant au recours à la mission optionnelle du CDG 31 et aux primes annuelles d'assurance. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc on va passer au vote. Qui est pour? Donc tout le monde est pour. Je vous remercie. Merci Marielle. Et Martine, le retour de nous parler d'assurance il y avait longtemps. Cette fois-ci, on a vu les hausses tout à l'heure. Donc il s'agit d'attribuer le marché responsabilité civile qui, pour l'actuel, est à échéance au 31 décembre 2025. Le mois dernier, donc lors du dernier conseil municipal, on a attribué les lots dommages aux biens, protection juridique et risques cyber. Faute d'offres, on n'a pas pu attribuer à ce moment-là le lot RC.
Donc, nous avons fait d'autres consultations en dissociant la RC générale de la commune et la RC de l'aérodrome de Belloc. Nous avons eu des offres et on va pouvoir attribuer pour la RC générale de la commune, l'étude restaurant est en cours pour analyser tout d'abord l'intérêt d'une assurance spécifique concernant l'aérodrome de Belloc et examiner l'offre que nous avons. Parce qu'en fait, je pense qu'on en a une, mais tout est en cours encore. Concernant donc la RC de la commune, nous vous proposons de retenir l'offre de la société BEA Group pour un montant annuel de 14 217 € pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2026. Et là, je me tourne vers Colline, je crois qu'on a une petite baisse sur la RC par rapport à l'actuelle. Oui, donc voilà, sur celle-là, on est un petit peu en baisse. Mais si on avait choisi l'autre, on aurait été en hausse. Donc, on n'a pas choisi la deuxième offre. L'offre, c'est la SMAC pour dénoncer les gens avec qui on a des soucis et qui se comportent de façon plus que limite, et sachant qu'ils ont un quasi-monopole sur les assurances des collectivités. Enfin, c'est pas nouveau. Vous en avez entendu parler souvent dans les médias. C'est un vrai sujet. Là, on est arrivé à trouver un élément. Restera, et je pense qu'il faudra qu'on délibère le prochain conseil sur la partie responsabilité civile de l'aérodrome en tant que propriétaire, sur lequel on essaye de voir si avec l'assurance de l'exploitant, c'est-à-dire du club de l'aérodrome, on peut être couvert. Apparemment, non. Donc du coup, il va falloir qu'on prenne notre propre assurance là-dessus, sur lequel on aurait, je parle quand il s'agit d'assurance, vous m'entendez parler avec beaucoup de conditionnels et de colère, entre guillemets, on aurait une proposition à venir, donc il faudra examiner par rapport à ça. Voilà, donc là on est sur la partie RC classique. Je viens de dire. Voilà. Et on sera couvert au 1er janvier sur cette partie-là qui est importante. Ouais. Je sens qu'Olivier a des questions. Oui. Ça, on t'a coupé le micro du coup. Vas-y, est-ce qu'on a un autre micro à passer à Olivier? Mais il marchait, je pense qu'il ne faut pas que vous le réarrêtiez chaque fois. Ou il est peut-être... Mais attends, tu peux passer le micro à... Il est en train de le mettre, François va te faire passer le micro. C'est bon. Oui. Attends, le micro arrive. Oui, il faut qu'elle ait un signe. Oui, non, j'avais simplement... On a parlé de l'assurance RC commune, avec une légère baisse. Est-ce que l'assurance précédente RC prenait en compte et l'aérodrome de Belloc et la commune, qui peut justifier de la baisse justement tout à fait. de cotisation? Tout à fait. Mais on avait découpé les deux, il y avait deux éléments. Non, mais c'est ceux qui assistent à la commission d'attribution... aurait de quoi écrire des livres là-dessus. Ce que j'ai appris, moi, au cours des 2 ou 3 dernières années, c'est que ce qui était la règle, et qui était une règle logique de rapport sinistre sur les primes payées, était maintenant, ça n'a plus d'intérêt. Donc, ils appellent des primes, point, indépendamment des natures des sinistres et du montant des sinistres qu'on peut avoir. Enfin, c'est ce que je vais garder comme conclusion, et c'est ce qu'on a vu là-dessus, puisqu'on a des ratios sinistres à primes qui sont de l'ordre de 30%, et à l'époque, tu étais en danger avec ton assureur quand tu étais au-delà de 70%. Maintenant, tu es en danger quand tu es à 30%, quand ils daignent t'assurer, sachant que le droit des assurances fait qu'ils peuvent dénoncer, même s'ils ont saigné pour 5 ans, au bout d'un an, ils peuvent dénoncer l'assurance, même si tu n'as pas eu de sinistre. Voilà, il faut prendre des grandes respirations quand on parle assurance. Alors, je vais revenir sur la RC. Je crois que le Sénat vient de valider une prime de 5% pour les assurances, pour les émeutes aussi. Je ne sais pas que ça avait validé une prime. Une augmentation de la prime pour les assureurs. Mais de toute façon, je veux dire, les émeutes, tu es exclu maintenant. Voilà. Je vais te dire, ils ne te couvrent plus en cas d'émeute. Donc, on est sur les dommages, pas sur les RC, mais sur les dommages aux biens, en cas d'émeute, tu n'es plus couvert. Et ils ont une autre chose, et en même temps, ils montent de façon importante les franchises
Donc en finale, ce qui n'est pas le cas pour les RC qu'on va voter là, sur lesquels nous, ils n'ont pas retouché les montants de franchise, mais celui qu'on n'a pas retenu, doublé par 2 sa prime, et en plus mettez des montants de franchise très importants. Voilà. Donc pour cette RC qui est pour... Je vois que Robert lève, mais on a tous la même difficulté à lever le doigt. Bon, et rendez-vous lors du prochain conseil municipal sur la problématique de la RC Aérodrome qu'on doit finaliser. Contrat municipal pour les cours de paddle ? Oui, donc le 11 septembre 2025, on avait délibéré favorablement pour la mise à disposition de terrain pour la création de 2 cours de paddle. Donc le montage initial était sous forme d'une convention d'occupation temporaire et finalement, après conseil du notaire, il vaut mieux faire un bail amphithéotique administratif. Voilà, si vous avez des questions, le DGS est là pour vous répondre. Est-ce que vous en avez, ou sinon il faut donc voter qu'on annule la convention d'occupation temporaire et qu'on le remplace par un bail amphithéotique administratif. Moi, je vais poser une question. C'est quoi la différence, en fait C'est là où le DGS surgit. Il y en a 2 principalement. La première, c'est que vous avez une inscription au fichier foncier, c'est-à-dire que la parcelle sera au nom de l'amphithéâtre. Et la Précise qui est l'amphithéâtre, parce que toi tu sais ça par cœur. L'amphithéâtre, c'est Yes Paddle, c'est la société qui est en charge de construire les 2 terrains de Fin Paddle. Et la deuxième, c'est sur les garanties que peut avoir l'amphithéâtre, c'est mieux pour lui pour financer ses travaux. Donc, enfin, voilà. Le COT, c'est par définition temporaire. Un bail amphithéotique est aussi sur une durée, mais la durée est plus gravée dans le marbre. C'est ça la différence avec mes mots à moi, qui ne suis pas DGS. Et ce qui m'a expliqué aussi, c'est que sur le plan du cadastre, c'est plus clair quand même. Ouais. Notre main se lever. Non, c'est... Eh bien, le bail est prévu pour 30 ans, c'est ça qu'on a Vous avez voté 20 ans. 20 ans. Oui. Moi j'ai une question simple, c'est on va voter a priori le changement de statut. Par contre, il est bien précisé que la société Yes Paddle ou toute autre société qu'elle constituerait dans le cadre de cette opération, oui. Ça veut dire que ce n'est pas un mandat de substitution, c'est-à-dire que c'est une émanence de Yes Paddle. Oui. Sur ce type de réalisation, très généralement, il y a une société qui porte le foncier et l'autre qui fait l'exploitation. Donc c'est pour ça qu'on a mis cette clause. D'autres questions? Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Bon, et commencez vos entraînements pour le paddle. Non, pour faire du paddle, mais commencer à t'entraîner avant 20 ans, parce que je pense qu'il faut... Voilà, on va essayer de jouer le plus vite possible, parce que dans 20 ans, je pense qu'on sera moins agile. On sera moins agile. C'est toi, Alain, oui. Pour la création de la pépinière. Oui, alors je vais profiter de la délibération pour remettre un petit peu... à plat ce dossier, enfin non pas le remettre à plat, mais vous dire où on en est, puisque ces projets sont toujours un peu long. Il a été initié en 2020-21 par Laurent dès le début du mandat. Et puis nous avons effectivement, il est porté par l'aide efficace de Léa Giraud, notre directrice Action Cœur de Ville. Les premières études de potentiel datent de 2021, donc vraiment depuis le début de notre mandat. L'opportunité de préemption, on l'a voté ensemble, et d'acquisition des terrains d'AID s'est fait en 2021 et 2022. Parallèlement, on a travaillé sur la programmation de cette pépinière artisanale et sur la demande de subvention à l'État pour les fonds friches et les fonds verts et à la région. Et c'est véritablement qu'en 2024,
qu'on a eu l'accord de l'Agence nationale de cohésion des territoires, donc de l'État finalement, pour valider et prendre en charge la maîtrise d'ouvrage, ainsi que financer à hauteur de 980 et quelques mille euros cette opération. Le choix de l'architecte maître d'œuvre s'est fait en 2025 par un concours d'architectes sur lequel on avait plus de 35 dossiers. Donc, ce qui prouve que c'était une opération intéressante, en tout cas pour le choix de l'architecte maître d'œuvre. Donc, avril 2025, on a choisi l'architecte Mutico de Toulouse. Voilà, et tout ceci est évidemment encore un peu long, puisqu'il va rester à définir l'avant-projet technique, déposer le permis de construire, recéder les bâtiments que nous avions achetés à l'Agence nationale de cohésion des territoires, choisir les entreprises. Bref, ceci explique qu'on a besoin de proroger la convention qu'on avait signée, donc de quelques temps. Et puis, on a eu le retour de la demande de subvention Régio, qui nous aide, si vous voulez, ne met pas directement d'argent, puisqu'on avait demandé 100 000 euros à la Régio, mais par contre nous a permis de décrocher le fonds FEDER, qui est un fonds européen, à hauteur de 200 000 euros. Donc, si dans cette délibération, il faut aussi donc acter le nouveau schéma de financement des 3 900 000 euros de ce projet, donc avec l'ANCT à hauteur de 980 000 euros, les fonds État et FEDER autour de 950 000 euros aussi, et le solde de la ville de Revel qui n'a pas bougé, qui est autour de 1,3 million. Donc, alors, c'est très long ce genre de projet, mais en même temps, on n'en finance qu'un tiers et on a 2 tiers de financement. Donc, voilà. Première pierre, fin d'année 2026, on espère. Voilà. C'est ça ce qu'on signalait, c'est l'intérêt des collectivités territoriales, c'est quand même une permanence dans les projets, et donc c'est des projets qui sont très longs en termes de temps. Voilà, on les a lancés, et puis les suivants continueront et bénéficieront de ce que je pense être un équipement très important et très intéressant pour le développement économique et en corrélation très positive avec l'ADN de notre commune. Voilà, est-ce que vous avez des questions particulières? Alors, je vous propose de passer au vote, qui est pour. Pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Merci beaucoup. On est sur le Moulin du Roi, et c'est Martine qui va vous reparler de BEA. Oui, d'un bail. Maintenant qu'on sait tout ce que c'est. Que vous avez bien compris, donc un bail amphithéotique administratif qui avait été passé donc avec la SAS Le Moulin du Roi pour la gestion du camping et de l'aire de camping-car en 2017. Donc avec la SAS Le Moulin du Roi pour une durée de 30 ans, et pour ceux qui les connaissent, c'est monsieur et madame Renaud qui exploitent ce camping et cette aire de camping-car. Une des clauses du bail concernait l'accès à la piscine municipale qui permettent aux personnes donc fréquentant le camping et l'halte camping-car d'aller à la piscine, et il avait été envisagé de conclure un avenant qu'on va vous proposer aujourd'hui. Et donc, il était envisagé des tarifs privilégiés donc, pour ces fréquentations de la piscine. Il est apparu impossible de calculer, je vais dire, par des tickets habituels, parce que les personnes, donc la piscine est à côté de cette aire de camping-car, à côté du camping, donc font des entrées-sorties, et c'est un plus pour le camping et pour l'attractivité et du camping et de notre ville, donc c'est important. Et donc, on va vous proposer, considérant que le mode de calcul réel est difficilement applicable, on vous propose donc de conclure avec l'amphithéâtre, donc la SAS du Moulin du Roi, un montant forfaitaire de 400 € par an pour cette fréquentation à compter du 1er janvier 2026. Est-ce que c'est clair? Ce qui correspond à peu près à une réduction de 50% du prix de ce que coûterait l'entrée à notre piscine municipale. Et ça permettra de forfaitiser avec un système de bracelet qui a été mis en place, etc. Et voilà, donc simplifions-nous la vie, celle de nos agents à l'accueil de la police, et continuons de maintenir l'attractivité de notre camping avec cet accès par rapport à ça.
Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce point-là? Donc nous passons au vote. Qui est pour? Merci. Je pense qu'il n'y a pas d'abstention ni d'opposition. Merci. Non. Alors, un dossier là aussi très important, Annie, pour le réaménagement de l'école maternelle Roger-Sudre. Par délibération en date du 24 juin 2024, le Conseil municipal a approuvé le programme de réaménagement et rénovation énergétique de l'école maternelle Roger-Sudre. Ce bâtiment date des années 1960. L'usage des différents espaces ayant évolué au fil des années, une rénovation globale apparaît nécessaire tant sur le volet énergétique que fonctionnel. Pour mener à bien cette opération inscrite au contrat de relance et de transition écologique, CRTE, la commune a conclu une convention de mandat avec l'Agence régionale aménagement, construction occitanique et l'ARAC. L'école maternelle Roger-Sudre compte 5 classes pour 123 enfants. Elle accueille également les enfants dans le cadre des activités périscolaires. Les objectifs de cette opération de réaménagement et rénovation sont notamment d'améliorer le confort des usagers tant d'un point de vue fonctionnel que technique, d'améliorer les performances énergétiques de l'école maternelle, d'atteindre les 40% d'économie d'énergie. Le gain attendu permettra de passer d'une classe énergétique C à B. La consultation des entreprises a été lancée le 17 octobre 2025 et l'attribution des marchés de travaux est prévue pour le mois de mars 2026. L'autorisation d'urbanisme a été délivrée pour cette opération qui devrait débuter à la fin de la saison scolaire 2025-2026. En dépenses, 1 710 607,92 € qui sont 1 629 150,40 pour les travaux et 5% pour les imprévus, 81 457,52. Quant aux recettes, l'État, DETR 500 000, Conseil régional 50 000, Conseil départemental 300 000, la CAF 31 150 000 et la ville de Revel 710 607,92, soit un total d'1 710 607,92. Pour rappel, les prestations intellectuelles s'élèvent à 369 474,60 hors taxes, soit 443 369,52 TTC. Le montant total de cette opération est estimé à 2 080 082,52 hors taxes, soit 2 496,099,02 TTC. Je vous propose d'approuver le programme et le plan de financement des travaux de réaménagement et rénovation énergétique de l'école maternelle Roger-Sudre, de solliciter les subventions au taux maximum auprès de l'État et des autres organismes. Des questions? Qui est contre? Non, vas-y, je t'en prie. Tu as des choses à dire? Non, juste pour dire qu'avec ces travaux-là, qui sont que le montant des travaux hors maîtrise d'œuvre, hors location des Algeco, qu'on a évoqué, que Martine a évoqué par rapport à ça, mais on aura achevé avec la fin de ces travaux la rénovation complète de nos groupes scolaires sur Roger-Sudre en particulier, sur la ville de Revel. Et il manquera le gymnase, mais bon, c'est complet. On est d'accord, François. Donc voilà. Pardon, excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, je t'en prie. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, autre sujet, et c'est moi qui vais le traiter, c'est l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la requalification du Tour de Ville et des allées Charles de Gaulle. On avait délibéré en novembre 2023, décembre 2024, et quand Alain Magnien parlait du temps long, on est aussi sur ce genre de projet, sur un temps long, voire très long.
On a approuvé le programme de requalification du Tour de Ville et des allées Charles de Gaulle. On avait retenu la procédure du concours restreint pour le choix du maître d'œuvre. Le classement du jury du concours réuni le 30 octobre 2025 a nommé lauréat en première position 2 candidats. Des auditions ont été organisées et une décision a été prise le 7 novembre de désigner le groupement représenté par le cabinet Atelier Site de Montpellier comme lauréat de ce concours. J'en profite pour remercier les élus qui ont participer au choix, mais je crois que c'était aussi du bon travail d'équipe quant au choix. C'est toujours très compliqué de choisir un maître d'œuvre qui va nous accompagner pendant des années et sur des projets relativement différents, chacun avait leur plus ou leur moins. Pardon ? Là aussi, on a eu beaucoup de dossiers, effectivement. Des négociations ont été engagées sur le volet financier et administratif afin de finaliser les documents contractuels du marché de maîtrise d'œuvre. Il s'agirait d'un marché à tranche optionnelle. L'important, c'est de pouvoir découper, d'avoir un plan global en premier lieu pour qu'il y ait une cohérence entre les différentes tranches et qu'on ait une vision d'ensemble, mais de se donner aussi la possibilité de découper en tranches en fonction des disponibilités financières que nous aurons ou que nous n'aurons pas pour permettre de lisser la charge de ces travaux sur d'étaler, de décaler et de réadapter au fur et à mesure. Donc il y a 9 tranches optionnelles qui sont des premières tranches, qui est une tranche ferme, c'est l'avant-projet global, l'AVP, l'avant-projet qui permettra de finaliser le projet lui-même. Après, on a une première tranche optionnelle des travaux de la fontaine des Trois Grâces jusqu'à la place du Paty, y compris les allées Charles de Gaulle. Donc c'est la première phase. Une deuxième phase, les travaux du square du 11 novembre, c'est-à-dire la Poste, jusqu'au giratoire de la Patte d'Oie, y compris l'avenue du Coude et l'avenue de Castelnaudary, compris dans cette partie-là. La tranche optionnelle 3, c'est le boulevard Carnot, on continue de tourner, et la tranche optionnelle 4, le boulevard Gambetta, pour revenir sur la fontaine des Trois Grâces. Il y a aussi des tranches optionnelles d'études, à savoir dossier de demande au cas par cas, on se laisse la possibilité de demander tel ou tel élément, des études d'impact qu'il faudra faire ou pas. Et ça, c'est les services de l'État qui nous diront s'il faut les faire. Pareil pour le dossier de la loi sur l'eau, en fonction de savoir si c'est une déclaration, ça on en aura besoin, ou une autorisation, ça on ne sait pas pour le moment, en fonction de l'ampleur et de l'évaluation de ces éléments-là. Et une tranche optionnelle sur la communication à nos concitoyens et les éléments de concertation. Nous avons discuté le taux de rémunération correspondant à la tranche ferme et aux tranches de travaux 1 à 4 et qu'on a fixé après négociation donc à 9,52%, ce qui correspond à peu près à ce qui se pratique dans ce type de dossier. La proposition initiale était nettement plus élevée en termes de taux, donc nous avons discuté avec le DGS qui ne parle pas que de bail amphithéotique sur ces éléments-là. Donc, et le montant négocié s'établit pour la totalité des tranches, entendons bien, à 1 104 500 €. Si des élus qui ont participé au jury veulent compléter ce que j'ai expliqué, n'hésitez pas par rapport à ça. Allez. C'est bon, ça rallume là. Oui, juste pour... je trouve que c'est très bien finalement d'avoir choisi, puisqu'on s'était vraiment posé la question en amont de ce projet, un maître d'œuvre général, quel que soit le timing dans lequel on fait les choses et quelles que soient les équipes qui seront derrière, parce que c'est vraiment se donner de la cohérence. Et puis si demain, effectivement, la phase 1... ou la phase 2 ou la phase 3 passe avant la phase 2, etc. Ça nous permet vraiment d'avoir à terme une cohérence du cœur de ville, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc, et je pense qu'on a fait un jury très intéressant où il n'y avait pas que des élus, mais il y avait des conseils, des CAUE, de l'ADDT autour de la table, et je pense qu'on
on a eu une réflexion enrichissante pour les membres et qui nous a permis de bien sélectionner le lauréat final. Voilà. Est-ce que vous avez... Non, je vais te dire que je ne le prendrai pas par le vote puisqu'il y avait conflit d'intérêt parmi les candidats. Oui, mais c'est pas celui qui a été retenu. Donc tu peux voter parce que... Si, moi, à mon avis, tu peux voter puisque le lauréat n'est pas... tu ne te retrouvais pas en conflit d'intérêt puisque le lauréat... Et là, on est en train de parler de l'attribution au lauréat. Et là, je peux t'assurer que tu n'es pas en conflit d'intérêt sur ce lauréat-là. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Non, moi, je n'ai pas une question. C'est simplement, c'est un petit peu le début des travaux, entre guillemets, dans la finalisation, mais surtout l'aboutissement des réunions publiques qui ont eu lieu sur les choix initiaux qui ont dicté les plans qui vont être mis en place. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a une tranche concertation. Ça a guidé nos choix exactement par rapport à ça, en particulier sur ce qui avait été présenté. On ne s'est pas éloigné de ce qui avait été présenté et c'est ça qui nous a servi à faire le CCTP, le cahier des charges, c'est-à-dire ce qui avait été présenté à la population lors des concertations. On avait fait de mémoire 2 concertations avec la population. Et c'est ça qui a servi de base au cahier des charges pour permettre aux maîtres d'œuvre qui concouraient, il y a eu beaucoup comme le disait, de candidats, plus d'une trentaine de candidats, qui avaient comme figure imposée de repartir sur ce cahier des charges issu de cette concertation. Il y a eu des projets qui ont été présentés, différents, qui, dans les principes, retenaient ça, avec des variances en termes de traitement de végétalisation en particulier, ou de désimperméabilisation. Et c'est sur ces bases-là qu'on a retenu le lauréat par rapport à ça. La prochaine étape, c'est d'affiner le projet, par rapport, on est toujours pareil, d'une esquisse globale, de rentrer dans le détail. Et c'est pour ça qu'on a pris la tranche 9, pour là aussi, avant de donner un premier coup de pioche, entre guillemets, revenir en concertation, et c'est l'objet de la tranche 9 de mémoire. Voilà. Et qui est prévu dans la partie optionnelle là-dessus, mais qui sera un important. C'est, une fois de plus, moi je dis, ça projette Revel dans les années 2050, reculons pas vers ça. La difficulté du choix du lauréat, ça a été justement de dire les projets qu'on voit, est-ce que c'est une véritable évolution ou est-ce qu'à la fin, dans 10 ans, si on se dit qu'il y en a pour 10 ans, on se dira, hop, on va se tourner et puis c'est déjà obsolète. Et c'est ça la difficulté, de se dire, voilà, essayons de nous projeter. C'est pas un exercice facile, d'où l'aide de personnes plus qualifiées que moi personnellement et que nous, je pense pouvoir dire des élus, mais en particulier de l'élu que je suis, pour avoir des visions un peu différentes, mais sachant qu'on avait commencé à travailler avec des urbanistes, avec des concepteurs dès 2020, dès 2021, qui nous avaient déjà donné des pistes et qu'on a essayé d'intégrer dans les projets par rapport à ça. Donc voilà. Donc il y a encore du boulot. C'est quoi? Rendez-vous 2028, 27-28, à minima, pour la première tranche. Parce qu'on va tomber sur les études d'archéologie, on va tomber sur les lois de l'eau. Enfin, je vous la fais simple et décontractée. D'autres questions, d'autres remarques? Donc, est-ce que vous êtes d'accord sur les termes qui vont nous lier à ce maître d'œuvre pour un certain nombre d'années? Donc, qui est pour? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci à vous. Ce point suivant, c'est Alain, sur la dérogation du repos dominical. Oui, on va. Alors, c'est une délibération. Non, c'est pas moi. Pardon, j'en ai sauté un. C'est Marielle, excusez-moi. Ah, désolé, Marielle. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. C'est signature d'une convention pour la bibliothèque. Pardon, excusez-moi, Marielle. Pas de souci. Donc, en vue du développement du service de lecture publique, le Conseil départemental de la Haute-Garonne a proposé à la commune la conclusion d'une convention d'objectifs jusqu'en 2029
On reconduit, on était sous convention déjà, et on reconduit avec, bien entendu, des critères un petit peu différents selon les exigences du département. Elle fixe notamment les critères permettant à une commune de bénéficier de l'appui technique des services du conseil départemental et de la médiathèque départementale pour la mise en œuvre d'une politique de lecture publique et pour la gestion de sa bibliothèque. Les engagements réciproques des deux parties. Le conseil départemental inscrit son action culturelle dans les valeurs d'émancipation, d'humanisme et d'universalisme. Dans le cadre de son schéma départemental de lecture publique adopté le 25 juin 2024, les axes de développement sont les suivants. Le renforcement de l'ancrage territorial de la lecture publique par le soutien aux équipements structurants implantés dans les cœurs de bassins de vie. L'encouragement au développement de réseaux de lecture publique, l'amélioration de l'offre en bibliothèque par l'enrichissement et la pertinence des collections, par le soutien apporté aux équipements pour appréhender les enjeux contemporains de la lecture publique et par l'articulation renforcée avec d'autres politiques publiques, notamment dans le domaine de la cohésion sociale et de l'éducation. Je vais en profiter pour dire qu'effectivement, on a accès depuis maintenant 1 an et demi beaucoup d'actions, d'événements culturels au niveau de la médiathèque avec des animations, différentes animations qui remportent vraiment un vif succès puisque malheureusement on est sur maintenant des listes d'attente. Donc je remercie les équipes d'avoir fait tous ces efforts pour animer la médiathèque d'une façon différente et apporter un public qui ne venait pas forcément à la médiathèque, qui découvre et qui de ce fait sont intéressés, deviennent intéressés et vont devenir des adhérents et fréquenter la médiathèque d'une façon récurrente. Voilà. Donc, je vous propose d'approuver la convention d'objectifs pour les bibliothèques publiques entre le conseil départemental 31 et la ville de Revel pour la médiathèque jusqu'en 2029, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention. Je peux répondre à vos questions si vous en avez sur les termes de la convention que vous avez, je suis sûre, tous bien lus. Non, pas de questions? Écoutez, je vous remercie. On passe au vote quand même. Oui, ça se fait, voilà. Ça se fait. Donc, qui est pour? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, ce coup-ci, c'est pour toi, Alain, oui, sur la dérogation. Donc, c'est une délibération qu'on prend tous les ans pour fixer ce qu'on appelle les jours du maire, c'est-à-dire la dérogation au repos dominical pour l'année 2026 pour les commerces de détail. Comme tous les ans, on vous propose de suivre les recommandations du Conseil départemental du commerce qui s'est tenu le 31 juillet dernier. Donc de fixer ces jours. Au premier dimanche des soldes d'hiver, ça devrait être le dimanche 11 janvier si les soldes d'hiver ne changent pas. Au premier dimanche des soldes d'été, si ceci ne change pas, ça devrait être le 28 juin. Et puis les 5 derniers week-ends de l'année 2026. Voilà. Je précise que comme on est au-delà des 5 jours fixés et qu'il fallait l'accord de la communauté de communes que nous avons eu le 11 décembre dernier. Voilà. Lors du dernier conseil. Est-ce qu'il y a des questions? Alain, une question? Ah bon. Non. Ah. Alors, qui est... Ah, il y a 2025 sur la délib. Bon. Alors, moi, j'ai... Voilà. Oui, c'est 20 décembre 2026. Oui, on va rectifier, effectivement. Moi, j'avais 2026. C'est bon dans le... Ouais. Ouais. Alors, c'est bon dans la délib, mais c'était dans le document qu'on a reçu. Moi, j'ai 2026. Ouais. Ouais. Donc, il s'agit bien de l'année 2026. Voilà. Et on délibère en 2025. Voilà. Pour 2026. Alors, qui est pour? Abstention? Merci Contre? beaucoup. Merci. Pardon, excusez-moi. Transfert à la commune, c'est Michel sur les 2 points suivants. Oui. Transfert à la commune d'éléments du lotissement Pont-Richard II et Moulin-Battant dans le cadre de la vente à des particuliers de logements de l'office public d'HLM 31. La commune a été sollicitée par l'opérateur immobilier OPH 31 dans le cadre de son programme de vente HLM concernant les résidences Pont-Richard II et Moulin-Battant situées sur la commune de Revel, en face de la gendarmerie pour vous situer.
Afin de permettre l'individualisation des futures parcelles destinées à la vente aux locataires, un découpage cadastral s'est avéré nécessaire. Ce découpage a mis en évidence des espaces relevant du domaine public nécessitant les rétrocessions à la commune. Notamment un espace vert situé rue Paul Cézanne en continuité du terrain communal jusqu'à l'école de Loré-de-Vore et 2 petits locaux dont l'accès s'effectue par la rue Dominique Ingres. La demande porte donc sur les parcelles cadastrées section AO 431, 32, 451, 452 et 464 correspondant aux espaces verts et aux locaux à déchets, pour une contenance totale de 282 m² pour les espaces verts et 26 m² pour les locaux poubelles. Donc, si vous avez des questions particulières ou des précisions. Donc c'est la partie qui va être rétrocédée à la commune, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. C'est les locaux poubelles qu'il y a dans ce lotissement. Oui, c'est pas la totalité de ce qui est encerclé. C'est pas, parce que là, il y a les bâtiments. Disons qu'il y a les voiries qui ont déjà été rétrocédées à la commune ultérieurement, mais il restait certains points, notamment une liaison entre ce groupe d'habitation et l'espace vert à côté de Loré-de-Vore, et ensuite il y avait des containers, des locaux à poubelles, des locaux à poubelles qui avaient été rétrocédés, qui doivent être rétrocédés. Oui, ce sont des locaux poubelles, pour te dire, qui sont sur des petites voiries piétonnes. Oui. Ce sont des petites impasses qui donnent sur l'arrière des maisons qui sont dans le lotissement. Et moi, la question, c'était l'entretien des locaux poubelles. Oui, alors ces locaux poubelles, en fait, ce sont des locaux qui sont construits. Les poubelles sont dans un secteur qui sont protégés. Pourquoi il n'y a pas de porte-à-porte dans ce secteur? C'est parce qu'il y a des voies en impasse sur lesquelles le SIPON ne peut pas faire demi-tour. Donc ça fonctionne très bien actuellement, il n'y a pas de problème, c'est propre, ça fonctionne bien. C'est l'office d'HLM qui les entretient, même si ce n'est pas là-dessus, oui, c'est ça le point. Voilà, mais disons que l'entretien, je veux dire, l'entretien ne va pas pour moi apporter une charge importante à la commune. Non, surtout que c'est l'office d'HLM qui s'en occupe dans le cadre de l'entretien global. Ouais. Ce point-là avait été discuté. Oui. Voilà. Bon. Alors, d'autres questions? Donc, qui est pour? Qui est pour? Qui s'abstient? Et qui est contre? A priori, personne. Merci. Toujours toi, Michel. Deuxième sujet. Dans le cadre de notre PLU intercommunal, il y a longtemps que je n'en avais pas parlé, on avait... ça me manquait... Oui, ça je m'en doute. Soyez très, je peux vous en parler encore. Bon, enfin, au final, on avait dans le cadre de ce PLUI, on avait créé un emplacement réservé pour un aménagement éventuel de notre école de Coufinal, au cas où on aurait souhaité, disons, agrandir cette école et faire des travaux importants qui dépassaient l'emprise elle-même de l'école. Voilà. Les propriétaires de ces emplacements réservés nous ont mis en demeure soit d'acheter, soit de délaisser les emplacements réservés que l'on avait fait. Donc après réflexion, cet emplacement réservé, le numéro 21, qu'on avait prévu pour l'aménagement d'un équipement pour des activités scolaires ou périscolaires, il s'avère que ça ne paraît pas opportun de l'acheter actuellement, puisqu'il n'y a pas de travaux d'agrandissement de l'école, disons, qui sont prévus, disons, actuellement. Donc les parcelles qui sont concernées, c'est les parcelles A 359, 33, 34, 30, qui appartiennent à des propriétaires qui ont exercé leur droit de délaissement, c'est ce que je vous disais, c'est leur droit. Cette procédure, quand ils font cette procédure, nous, on a un délai d'un an pour dire on achète, on n'achète pas, et si on n'achète pas, on est obligé de le laisser, disons, à le propriétaire. Voilà. Ça a obligé la commune à se prononcer sur l'acquisition de ces terrains ou à renoncer à ce droit. Donc après analyse, il apparaît que l'acquisition de ces parcelles ne présente plus d'intérêt pour la commune, et donc c'est pour ça qu'il convient de renoncer à ce droit et d'engager la suppression de l'emplacement réservé dans le cadre de la modification simplifiée du PLUI qui est en cours actuellement. Tout ça pour mettre en cohérence les documents d'urbanisme. Donc je vous propose de renoncer au droit d'acquisition de ces terrains-là et d'émettre un avis favorable à la levée de l'emplacement réservé numéro 21 qui grevait ces parcelles-là et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires. Des questions sur ce point-là? Donc, qui contre? Qui s'abstient? Non, personne. Merci. Moi, juste parce qu'on parle de Coufinal de l'école, pour remercier les personnels municipaux de l'école de Coufinal, parce qu'on sait que
la création de la 4e classe avec la cantine qu'il a fallu déplacer au foyer au final demande des gros efforts à nos agents au quotidien, et je voulais publiquement les remercier parce que c'est une organisation temporaire, et quand on fait des projections qui ne sera certainement pas pérenne dans le temps, parce que les effectifs des écoles vont très certainement rebaisser d'après les projections qu'on a et qui seront officialisées en février-mars de l'année prochaine, après assez rapidement. Donc on a fait le gros dos cette année, et quand je dis on, c'est nos agents qui ont beaucoup travaillé, les services techniques, pour aménager la cantine dans le foyer, et les agents. Et je remercie au passage les membres du foyer, l'ANIMCO final, d'avoir accepté qu'on réutilise cet établissement, certes communal, mais qui leur met quelques contraintes pour leur fonctionnement habituel, mais qui était la meilleure solution qu'on ait pu trouver dans ce court laps de temps pour accueillir les enfants de façon correcte et en assurant la sécurité, en particulier alimentaire, pour les repas servis dans notre cantine à coût final. Donc voilà, je profite de l'opportunité pour le dire. Alors, un dossier récurrent, il y a le PLUI quand c'est Michel, et il y a les sentiers de randonnée, pédestres, oui, ou VTT, oui, et ça c'est Martine. Oui, et je dirais qu'en termes de longueur de dossier, je pense qu'effectivement, on bat même les dossiers précédents. Bon, je vais pas trop être long là-dessus, mais c'est quand même une quinzaine de communes, 3 départements, des propriétaires privés, le VNF, l'Adréal et les fédérations sportives. Voilà, pour vous expliquer qu'il faut le faire kilomètre par kilomètre à des moments. Sentier pédestre, donc on est en phase de labellisation des 9 circuits en 2026, puisque c'est maintenant la phase qui est en cours. Donc ça y est, ils vont être labellisés, oui. Vous avez vu qu'il y a des panneaux posés pour les sentiers pédestres, le panneau de départ prochainement. Donc on avance, à petits pas, mais on avance, et c'est le cas de le dire. Alors aujourd'hui, on voulait donc vous proposer l'inscription définitive au PDIPR, donc le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour un circuit VTT, puisque dans le cas du projet intercommunal, on a les circuits pédestres et des circuits VTT. C'est vrai qu'on avait déjà délibéré le 17 décembre 2020 pour demander l'instruction en définitive de ce circuit qui est là. Oui, alors il est en jaune clair et en jaune foncé, hein, mais vous l'avez aussi dans le dossier. Donc le CD 31 l'a instruit, et donc il est totalement instruit. On va vous demander de l'inscrire définitivement. Alors ce qui a effectivement permis de le faire évoluer, c'est que ce circuit passe par la rigole de la Plaine, qui depuis 2020 donc, est sous gestion du CD 31 comme piste cyclable, donc ça facilite les choses. Et cette rigole de la Plaine fait partie de la Véloccitanie. Donc une belle voie verte qui vient de Mazamet, pour ne parler que de cela, et qui, par le Norouz, revient à Sète et Bédarieux, hein, donc une belle voie cyclable. Donc c'est la rigole de la Plaine qui est empruntée dans ce circuit, et puis un retour très agréable par Dreuil et l'Apothicaire, comme vous le voyez. Voilà, donc juste préciser qu'on c'est 18 km qu'on va vous demander d'inscrire définitivement, et que lorsqu'on arrive aux 100 km, on va pouvoir labelliser et enfin faire la promotion des circuits cyclables, puisqu'on a le droit de le faire que quand ils sont labellisés. Donc la décision d'aujourd'hui, c'est arrêter ce tracé définitif qui est validé par le CD 31, autoriser et assurer l'ouverture, l'entretien, le balisage et les aménagements sécuritaires nécessaires à l'itinéraire, et de demander cette inscription donc définitive au CD de la Haute-Garonne. Et bien sûr, on s'engage à ne pas aliéner ou supprimer les chemins ruraux concernés, ou bien à les substituer si ça devait être nécessaire, et d'autoriser Monsieur le maire à signer un dossier qui permet d'avancer quelques années après. De 18 km, donc. 18 km. Il nous en reste un peu moins, oui. Un peu moins. Donc, enfin, des questions, pardon, Olivier. Oui, moi, j'avais juste une question, puisque tout à l'heure on était sur l'aérodrome. Est-ce que les chemins VTT rentrent dans la responsabilité civile ?
Non, parce que ça, ils sont labellisés, c'est la fédération après, exactement. Après, il y a obligation pour les communes de les entretenir quand même. Hein, c'est pas sans contrepartie, mais voilà. Mais oui, il y a des éléments, mais il y a des fédérations pédestres et VTT qui prennent soin de ces chemins-là. C'est très réglementé, donc ça permet effectivement de mettre les responsabilités de manière différente. Non, je pose la question parce que quand on a démarré notre mandat avec Martine, Catherine et autres, on a fait le tour des chemins de randonnée qui étaient partiellement ou totalement à l'abandon sur certains secteurs. Et donc, ça entraîne aussi des responsabilités par rapport aux communes. Oui, alors, entre-temps, je pense que ça a été, c'est bien mieux entretenu. Il y a quand même des applications qui permettent à tous les randonneurs de dénoncer un problème sur n'importe quel sentier. Et cette application sur ICAT, voilà, elle me revient. Donc, et ensuite, les commentaires sont transmis à l'Office de tourisme qui écrit à toutes les communes, aux communes concernées, pour dire vous avez un problème là, là et là. Et si, effectivement, ça bloque un circuit, il faudrait que la commune, je vais dire, interdise le circuit dans des cas graves. Mais il y a un suivi. Il y a un suivi, c'est tant mieux bien entendu pour éviter ce qu'on avait nous rattrapé, je vais dire, à cette époque-là. D'autres questions? Donc qui est pour? Qui s'abstient? Tu es pour? Pardon. D'accord, parfait. Donc, dernier point à l'ordre du jour, c'est l'information que je vous dois, ou les informations que je vous dois en application des dispositifs des articles L 2122-22 et 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Je vous informe du choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Je l'avais choisi et on a voté le taux de rémunération du tour de ville. Et là, c'est deux points très importants sur lesquels je veux m'arrêter un petit peu. C'est le don d'une fresque monumentale de la Nativité réalisée par M. Pierre Labadie, dit Baldi, d'une dimension de 12 mètres sur 2,30 mètres de haut, à la commune par Mme Noël Lafargue, Mme André Delorme et M. Noël Brousse. Donc, c'était une fresque qui avait été exposée lors d'une exposition, Baldi, l'an dernier, et sur lequel il nous avait proposé de faire ce don à la commune. Donc là, on est en train de voir comment on peut l'intégrer dans l'église de Revel, en sécurité, sans problème d'incendie, etc., etc. C'est un peu compliqué. On ne désespère pas que pour Noël, il y soit, ou on désespère? On désespère. On désespère. Bon, le tout, c'est d'y arriver. Donc, on remercie les trois enfants de M. Baldi pour ces éléments. D'un tableau réalisé par M. Denis Estève en 1990 par Mme Geneviève Sidbury-Bonsirvin et M. Jean-Marc Bonsirvin. Et j'en profite, pour remercier les héritiers de Jean-Louis Bonsirvin. On a tous en mémoire Jean-Louis Bonsirvin qui est décédé en début d'année 2025, bonbon pour les intimes, qui a été membre du conseil municipal de très longues années et adjoint et premier adjoint entre 65 et 2014, et qui avait émis le vœu avant son décès que cette œuvre réalisée par Denis Estève soit offerte à la commune. Donc on est en train d'essayer de lui trouver le meilleur emplacement pour mettre ce très beau tableau qui est pour le moment chez le DGS, qui entre deux bails amphithéotiques, admire le tableau. Mais l'engagement qu'on a pris, c'est de lui trouver la place que mérite pour rendre cet hommage. Et j'en profite pour rendre un hommage à Jean-Louis qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'a pas eu d'info-lettres qui soient sorties d'ici là. Et donc voilà, de rendre cet hommage. Je crois que tous autour de la table, pour qu'on connu Jean-Louis, avaient beaucoup d'estime. Et c'est mon voisin de gauche en particulier a beaucoup travaillé et de très longues années avec Jean-Louis, qui a beaucoup donné tant sur le terrain de la municipalité, mais était très investi dans les associations culturelles, sportives de la ville. Pas que le foot, il n'y a pas que le foot. Le football, oui, le foot, mais sur scooter, il y a beaucoup de choses. Bon, Jean-Louis est quelqu'un qui a beaucoup compté pour notre commune et qui a beaucoup donné, indépendamment de ceux que l'on eu comme professeur d'espagnol ou d'occitan. Donc voilà. Donc je profite de ce don pour remercier les héritiers
et pour rendre ce petit hommage qui est certes léger, mais très sincère de ma part à Jean-Louis. On a désigné un avocat pour défendre les intérêts de la commune dans l'enfer qui nous oppose à Madame Decoq pour un problème sur le marché, qui a fait appel après avoir perdu en première instance. Donc c'est son droit de faire appel, mais il faut qu'on se défende. Malheureusement, de procédure de dépôt de plainte pour des dégradations place de la mission. Dans la nuit du 27 au 28 novembre, des individus ont dégradé des installations municipales et provoqué un incendie place de la mission, dont les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves que le montant du préjudice qui est dans votre dossier, puisqu'ils ont utilisé les livres qui avaient un libre accès pour déchirer des pages et mettre le feu à ces éléments-là. Heureusement, le feu n'a pas pris. J'irai là aussi de mon coup de gueule par rapport aux suites judiciaires, parce qu'on a quand même, grâce au système de vidéoprotection, identifié des auteurs ou quelques auteurs, mais malheureusement c'est parfois difficile de suivre les procédures derrière. Donc, procédure de dépôt de plainte aussi pour dégradation au jardin Roquefort, là aussi dans la nuit du 29 au 30 novembre, qui ont des individus qui ont dégradé les installations de Noël qu'on avait mises et installées pour rendre agréable ce square pendant la période qui arrive et de fête. Donc là aussi, toujours des incivilités, des dégradations, et complexe de lutter contre ça. On a fixé les tarifs de séjour, je ne vous les lis pas dans le détail, pour les séjours de ski des vacances d'hiver 2026 qui, comme d'habitude, sont en fonction du quotient familial. On a modifié à la marge les mises à disposition de la salle Nougaro et de la salle du cinéma. En particulier, on n'avait pas prévu pour la salle Cinéjet des cotations et des éléments pour la mise à disposition. Vous savez que le jeudi, on peut bénéficier et se fait à usage beaucoup d'associations, où on a fait un tarif qui est gratuit s'il n'y a pas de recettes pour l'association, et avec quelques recettes, enfin gratuit pour 3 occupations, même s'il y a des recettes pour des associations, et au-delà de 3 manifestations par la même association, on a mis, et qu'il y aura des recettes sur la soirée, la 4e utilisation sera 130 €. Et bien évidemment, un tarif différencié pour les associations non revéloises dès la première utilisation, c'était déjà comme ça, et à d'autres organismes qui seraient des organismes privés par rapport à ça. On a rétrocédé les concessions funéraires à la demande de Madame Christine Bettelli, et on a attribué des concessions funéraires. Vous me permettrez de ne pas lister, vous les avez dans vos dossiers. Voilà pour ce que j'ai été amené à faire depuis le mois dernier. Donc on a un peu travaillé. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, Monsieur le Sénateur? Oui, chers amis, je profite de cette rencontre pour vous dire que j'avais décidé en 2026 d'arrêter mes activités sénatoriales après 3 mandats, c'est-à-dire au mois de septembre de l'année prochaine. J'ai passé 27 ans en tant que maire, 26 ans en tant que maire et ensuite conseiller municipal. Je voudrais féliciter toute l'équipe et notamment le maire actuel et lui dire que on s'était connus depuis quelques années à l'intérieur de Nutrition et Santé. Je connaissais ses qualités et c'est vrai que je lui avais dit « Allez, cette fois, vous y allez et ça marchera ». Et donc, vous féliciter à toutes et tous pour le travail qui a été fait pendant cette mandature, mais aussi remercier tous les élus avec qui j'ai travaillé, qui m'ont appuyé, aidé et accompagné pendant des années, et donc leur dire véritablement mon amitié et leur dire combien j'ai été heureux de travailler avec eux. Voilà. Donc, ce qui ne m'empêchera pas, le moment venu, d'intervenir, si c'est nécessaire, dans le cadre des relations que je peux avoir au Sénat ou dans les gouvernements successifs. Mais on vit une période difficile en ce moment. Et on la vit d'autant plus difficile au Sénat que pour l'Assemblée. Vous savez, une erreur importante a été faite par le président de la République, je tiens à le signaler. En 2017,
on n'avait plus le droit de cumuler les mandats entre la mairie et le Sénat ou l'Assemblée nationale. Ceci a obligé un certain nombre d'élus qui avaient la connaissance du terrain de démissionner. Moi, j'ai choisi l'inverse, je suis resté au Sénat, mais je pense que le manque d'élus au Sénat et à l'Assemblée est quelque chose de lourd et que l'on paye sur les dossiers que nous sommes en train de traiter. J'espère qu'on va essayer, dans la mesure du possible avec le Sénat, puisqu'on a un certain nombre de milliards de différentiels sur le budget que souhaite voter définitivement l'Assemblée dans le cadre de la commission paritaire mixte, mais j'espère qu'on arrivera à rééquilibrer petit à petit sur les 5 ou 6 prochaines années, à condition que les élus aient la capacité de le faire. Car le manque d'informations du terrain, le manque de compétences, le manque de connaissances fait qu'on n'a pas forcément des élus en capacité de bien voter. Lorsque je dis bien voter, c'est de l'intérêt des Français. Ce n'est pas l'intérêt personnel, ce n'est pas l'intérêt privilégié, mais c'est vrai qu'actuellement, on se pose un certain nombre de questions sur la gestion qui est faite du pays. Je ne veux pas dire que nous allons à l'échec total. Je dis actuellement, on ne prend pas les bonnes décisions sur le plan financier. Et ça, c'est grave parce que ça peut coûter très cher à nos successeurs et à nos familles. Voilà, en tout et pour tout, simplement vous remercier pour l'appui que vous m'avez porté tout au long des 5 mandats de maire, mais aussi dans les élections sénatoriales et régionales. Voilà, merci à vous tous. Merci de ces mots, Alain. Est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir? Donc vous rappelez qu'on a des grandes journées à venir le 20. Je regarde Jean-Louis, il est en face de moi, avec beaucoup de 19 et 20, avec les manifestations. Et vous souhaitez, mais on se reverra d'ici là, une bonne fin d'année. Et on a encore un conseil municipal qui va arriver. Donc merci à vous et bonne soirée et à très bientôt pour d'autres aventures.